Bonjour à vous tous et toutes. Je ne sais pas à quel point il faut être protocolaire quand on se réunit dans cette pièce. Je veux dire que l'exemple de vendredi après-midi m'a montré que je pense qu'on était au summum du protocole. Peut-être qu'aujourd'hui, on va faire un peu plus informel, si les circonstances le permettent. Vous remercier, Madame la Ministre, chère Florence, d'être avec nous, mesdames et messieurs, mais surtout monsieur le président de chambre. Je pense que certains vous êtes connectés en ligne. Il y a aussi, les présidents de chambre régionale des comptes qui sont aussi, avec nous et notre référente, égalité des diversités. Donc merci à vous de m'avoir invitée. Je peux dire que c'est la première invitation que j'ai reçue. Je crois que ma nomination a été, annoncée le 9 février. Je crois que j'étais invitée le 12 février, m'indiquant que j'allais arriver au mois de mars et qu'au mois de mars, il y avait le 8 mars, mais qu'à la cour, ce serait le 16 mars. Et donc, ça tombe bien parce que depuis, j'ai pu prêter serment et donc je me sens pleinement membre de cette, compagnie, comme on dit. Et donc vous remercier, très chaleureusement pour donc la cour au féminin, chère, Muriel, Doménac, notre référente, égalité, chère Mireille, et donc l'ensemble des équipes qui ont, préparé, cette journée. Je voulais vous dire que, c'est pour moi très marquant que Florence Parly soit avec nous, ce matin, puisque si vous avez, bien compris que j'étais dans ces murs la première présidence, Florence Parly, elle a été la première ministre du budget que notre pays a compté et j'ai eu la chance, moi, d'être la troisième. Et vous avez, vu vendredi que j'ai, tenu à célébrer les premières qui ouvrent le chemin pour, la suite. La première femme à la Cour des comptes n'était pas une magistrat, c'était une dactylographe auxiliaire en 1915, quand les hommes étaient partis au front et qu'on s'est rendu compte, par bonheur, que des femmes pouvaient probablement faire beaucoup de choses elles-mêmes aussi. Et s'en est suivi ensuite seulement en 1955 les premières auditrices et seulement en 2006 les premières présidentes de chambre, ce qui montre que le chemin de la parité, de la diversité a dans cette maison, pris son temps. On va dire qu'il n'est pas arrivé finalement puisqu'aujourd'hui nous avons, des présidences paritaires. Nous avons une procureure générale et une première présidente, mais Florence, je crois y reviendra, les plafonds de verre et les habitudes sont souvent telles qu'il faut plusieurs fois faire des premières fois pour qu'on sorte du symbole et mon objectif serait qu'un jour on arrête de nous compter. Que quand on est 1er, 2e, 3e, on compte encore. Un jour, il faudrait qu'on ne compte plus et qu'on considère que ce sont bien les compétences, les aspirations, les parcours qui font, les carrières. Ce qui veut dire aussi, pour que nous arrêtions de compter, eh bien, que les enjeux de vivier, de mentorat sont particulièrement importants pour qu'on ne cherche pas, vous voyez, telle, l'aiguille dans une botte de foin, la femme qui puisse, remplir, la case et je crois que c'est vraiment, en tout cas pour moi, un objectif, 1er. 2e moment, à partager avec vous, c'est évidemment que je n'arrive pas dans une maison qui partirait, de rien, loin de là. Pierre Moscovici, récemment encore avec, vous toutes et vous tous. Saluer notamment les hommes qui sont présents, ici ou en ligne, parce que l'égalité sans les hommes, ça ne veut pas dire grand-chose. Qui a beaucoup travaillé pour que notamment, on atteigne aujourd'hui 36 de femmes parmi les magistrats à la cour et en CRC. C'était 20 en 2009 et 11 en 1993. Donc, on est sur une, progression, successive, mais on le sait, cela demande, du travail persévérant avec notamment, cette mission, égalité-diversité, une charte des temps, des encadrants mieux formés, les labels égalité plus diversité qui ont été obtenus. Bref, c'est un travail au long cours qui montre que, l'égalité et la parité ne sont pas des marottes ou des objectifs pour un moment, mais bien des tendances de fond qu'il nous faut, poursuivre et effectivement, les institutions sont aussi, incarnées par des hommes et des femmes et je crois que c'est vraiment important que la Cour des comptes ait un visage, des visages plus féminins, que ce soit dans nos chambres régionales ou aussi par l'intérim qui a pu être exercé par, Karine Camby et qui aussi a fait connaître d'autres parcours, d'autres visages de la Cour des comptes. Évidemment pour moi, être devant vous ce matin, c'est vous dire que je vais à la fois continuer, essayer de me donner, encore plus d'énergie et d'impulsion à ce grand chantier, dans un monde où on le voit bien, nous avons à faire le lien entre qui nous sommes et ce que nous sommes. Et que l'égalité et la diversité ne peut pas être juste portée par, et font un enjeu de ressources humaines. Ce doit être aussi un enjeu qui doit se refléter dans les travaux que nous menons, et je vais y revenir, pour avoir une forme de cohérence. Être un collectif divers qui ne parlerait pas et ou travaillerait pas sur la diversité n'a pas beaucoup de sens, et être un collectif qui travaille sur la diversité et l'égalité sans être lui-même divers et égal ne serait pas non plus, très cohérent. On voit bien qu'on est dans un moment où, vous savez qu'on parle beaucoup de gender fatigue en anglais.
Ce moment où, après des années de combat, et je veux remercier celles et ceux qui les ont menés depuis maintenant, plusieurs années, plusieurs décennies, arrive un point où chez les femmes, parfois on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, et chez les hommes et chez certaines femmes, l'impression qu'on en fait beaucoup trop et qu'au fond on se décourage. En se disant: «Bah, voilà, on est là et probablement qu'on est arrivé là où on doit être», avec on voit déjà dans beaucoup de débats des, reculs en arrière, des, sondages ou des enquêtes, vous savez, sur, la libération d'une forme de parole masculiniste qui est maintenant, quelque chose qui, prend à nouveau ou qui prend tout court, parce que c'était pas forcément des choses qu'on avait vues, dans le passé, un espace plus grand et qui nous montre que, non seulement c'est de la vigilance, mais c'est surtout de l'engagement qu'il nous faut, poursuivre. En termes, pour moi de pistes, c'est de rappeler que l'inégalité ne s'impose pas d'elle-même et qu'elle ne fait pas forcément, d'elle-même, un choix évident, de travaux et qu'il nous faut donc, particulièrement y travailler. Je l'ai dit aux présidents de chambre quand je les ai rencontrés il y a maintenant, 15 jours, au fond mon objectif tient en une phrase: faire que la cour soit un collectif et une maison solide, soudée et crédible. Et pour que nous soyons un collectif solide, soudé et crédible dans un monde très chahuté, où l'ensemble de ce que nous portons, peut être à tout moment remis en question, que ce soit nos valeurs démocratiques, nos valeurs de transparence, évidemment, la solidité budgétaire, notre souveraineté, eh bien, il nous faut être un collectif, je disais donc soudé, donc fort d'une forme de cohésion. Et on ne peut pas avoir de cohésion, on ne peut pas être soudé si, une partie de la maison, de la compagnie, ne se sent pas pleinement légitime, pleinement écoutée, pleinement reconnue. Et il en va de notre crédibilité. Et je crois que c'est vraiment comme ça que je veux approcher ce sujet de diversité et d'égalité. Rappeler donc que les trajectoires professionnelles, dans un collectif qui doit être solide, soudé et crédible, doivent dépendre des aspirations. Et je voulais vous parler d'un programme que j'avais lancé quand j'étais ministre de la transformation et de la fonction publique, avec le soutien très fort, je dois dire, de Florence Parly et d'un certain nombre de femmes ministres. Nous étions un petit collectif, militant, engagé en 2021 et 2022, qui s'appelait le programme Talentueuses. Talentueuses, c'était, au fond pour répondre à une expérience personnelle et à une recommandation. Talentueuse, au fond, ça fait une chose, ça aide des femmes qui sont à un cran des postes dits fonctionnels de, se porter candidates. Ça ne les aide pas à devenir des chefs de service, ça ne les aide pas à devenir en elles-mêmes directrices générales d'administration, mais ça les aide à sauter le pas de la candidature. Et pourquoi? Parce que je dois dire, si je suis devant vous, c'est que très jeune, aux États-Unis, à Harvard, j'ai eu la chance de bénéficier d'un programme financé par le Parti démocrate américain à l'époque, qui, avait comme ambition de planter des graines dans la tête des étudiantes des universités américaines pour qu'un jour nous nous portions candidates dans la vie politique. Le Parti démocrate ayant observé qu'il y avait beaucoup de femmes très bien formées, très bien diplômées, qui étaient toutes directrices de cabinet et conseillères spéciales d'hommes très talentueux, mais qu'on se demandait toujours pourquoi ils étaient toujours à côté des hommes. Et donc le Parti démocrate, voulant, mener une œuvre de diversité et d'égalité, s'était dit: «Bah, on n'a qu'à prendre les choses très en amont, montrer à des femmes qu'elles pourront un jour être candidates et puis un jour elles le deviendront». Et donc la générosité du Parti démocrate était telle qu'ils ont même proposé de planter des graines dans la tête d'étudiantes étrangères. Et donc nous étions un groupe d'une quarantaine de femmes de l'ensemble de l'ensemble de l'université, des médecins, des, femmes qui seraient, chefs d'entreprise, des chercheuses en santé, en urbanisme. Moi-même, je faisais des études d'économie et de sciences politiques. Et donc ce programme m'a mis à la puce à l'oreille sur le fait que parfois aider les femmes, c'est pas les aider à ce qu'elles obtiennent des postes directement, mais c'était les inciter à être candidates. Deuxième chose, qui m'a amenée à créer ce programme à l'époque, c'est un livre que je vous incite à lire qui s'appelle What Works, en bon anglais, je pense, qui a été, traduit, qui est écrit par Iris Bonet, une chercheuse, suisse, potentiellement aussi américaine, et qui a fait une étude très large sur qu'est-ce qui fonctionne pour que l'égalité progresse, en se fixant 2 critères. Où est-ce que l'égalité, progresse effectivement dans le temps et où est-ce que les hommes ne vivent pas ça avec récrimination frontale? Donc comment ça peut marcher, mais marcher durablement, pas juste marcher, temporairement. Et what works en un mot, ça dit une chose, c'est les organisations qui ont mis en place des systèmes pour que les femmes candidatent et qu'on ne fasse aucun recrutement s'il n'y a pas au moins une femme dans le panel, sont les organisations qui durablement permettent à ce que la diversité augmente sans que les hommes aient l'impression que ça se fasse de manière, frontale et contre eux. Et donc fort de ces 2 enseignements personnels et donc, j'allais dire de recherche, nous avons créé le programme Talentueuse.
Et ce qui est très intéressant, c'est que le programme Talentueuse a été reçu d'abord comme: «Ah, c'est un programme pour les jeunes femmes au début de leur carrière». Et moi, j'ai tenu précisément que ce soit pas un programme pour les jeunes femmes, mais un programme pour les femmes. Pourquoi? Parce que, trop souvent, les plans de carrière, les modèles de carrière sont, présentés comme étant, un peu, uniformes, homogènes et que pour, devenir, vous voyez, ministre du budget et ben, il y aurait le modèle Florence Parly, ou il y aurait le modèle, on pourrait prendre les uns et les autres, les unes et les autres ici, et qui amènerait les femmes à vouloir copier d'autres parcours que le leur. Talentueuse, c'était, pour moi très, important que des femmes de tous âges puissent, se porter, candidates et qu'à tout âge, quel que soit le rythme à laquelle et auquel elles ont fait carrière, elles puissent penser qu'elles ont le droit, si l'aspiration et les compétences sont les leurs, de devenir dirigeantes, dans le service public. Talentueuse, ça me dit une chose pour notre maison ici, c'est que nous devons redonner à l'égalité et à la diversité une grande tonalité de liberté. Il n'y a pas d'âge pour être, telle dans telle ou telle fonction. Il n'y a pas de parcours imposé. Il n'y a pas de parcours, obligatoire, et je crois que c'est vraiment très important parce que beaucoup de femmes s'autocensurent, considérant que comme elles n'ont pas eu exactement le même CV de la per que la personne dont elles imaginaient peut-être un jour pouvoir remplir la fonction, elles ne sont pas légitimes. Et toute une partie de l'autocensure vient du fait que, par définition, nous ne nous ressemblons pas. Et donc, si on a des rôles modèles aspirationnels, nos vies ne sont pas les mêmes, nos rythmes de vie ne sont pas les mêmes, nos choix de vie personnels ne sont pas les mêmes, et que donc cet élément de liberté, pour moi, est absolument essentiel. Et c'est ce que nous avions mis, en place pour Talentueuse, et que donc je regarderai avec évidemment, Muriel et Mireille, la manière peut-être de déployer l'équivalent dans, notre maison, Cour des comptes, où je souhaite, et on en reparlera, dans les bonnes instances, vraiment valoriser tout ce qui est, appel à candidature pour que l'ensemble des postes fassent l'objet d'un appel à candidature. C'est presque le cas partout. Je remercie, le directeur des ressources humaines et la secrétaire générale adjointe pour passer du temps avec moi vendredi après-midi pour m'expliquer tout comment marchait la maison sur les enjeux RH. Mais j'ai découvert que les appels à candidature sont presque systématiques, et tout est dans le presque, et donc je pense qu'on pourrait aller au bout de la logique. Pour finir, vous dire qu'évidemment, je le disais, cet enjeu d'égalité et de diversité n'a aucun sens si ça ne se reflète pas dans les travaux de la Cour des comptes. Récemment, j'ai été informée du fait qu'un travail assez approfondi avait été fait sur les écarts de trajectoire scolaire entre filles et garçons, dans le cadre du rapport public annuel 2025, et je crois que c'est quelque chose qu'il nous faut mieux faire connaître. Également un rapport récent sur les lycées militaires, chère Florence, mettant en lumière des violences sexistes et sexuelles dans le cadre de ces lycées et les difficultés à les faire, à la fois prévenir et sanctionner, ou encore les travaux récents de la 6e chambre, je remercie, son président d'être avec nous ce matin, sur les politiques de prévention et de prise en charge de cancer du sein, très spécifiquement, qui va amener, et je remercie ici, sa présidente, Armelle Dam, à la chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire, à accueillir, vous voyez, le bûche du cœur des femmes, pour notamment allier la recommandation de la 6e chambre à la pratique, et notamment, vous le savez, que nous ayons une meilleure prévention et dépistage des maladies cardiovasculaires chez les femmes, qui sont la première cause de mortalité, évitable, ou en tout cas mal diagnostiquée, chez les femmes. Néanmoins, on voit bien que c'est dans l'ensemble des champs de politique publique que nous avons à penser ces inégalités. C'était le cadre, vous savez, du budget, avec la revue, genrée des budgets, pour que nous puissions regarder si dans les financements des politiques publiques, c'était une mission que j'avais, quand j'étais à Bercy, il n'y ait pas de biais, notamment qui, amènent en fait à accroître les inégalités par des biais parfois, totalement involontaires, mais qui eux portent bien, des conséquences. Je finirai donc, en vous disant que vous le sentez, je suis là dans mon tout premier jour après avoir porté serment, que c'est pour moi une très grande chance d'être pour la première prise de parole après, ma ma dévotion à servir dignement et loyalement la fonction de magistrat, de vous dire que je le ferai avec les hommes et les femmes, évidemment, de la cour et des chambres régionales, et qu'il en va pour moi d'un enjeu de persévérance, de méthode, et pas seulement un enjeu d'affichage. Donc je serais, ravie de pouvoir, prendre pleinement connaissance, madame la procureure générale, de tout ce qui est fait dans cette maison qui, comme vous le savez désormais, a, plusieurs visages féminins pour la représenter, et je laisse donc maintenant la parole, notamment à Florence et Muriel pour la suite de nos travaux. Merci beaucoup à vous toutes et tous.
D'accord, pardon. Merci madame, merci madame la première présidente et merci madame la ministre, de votre présence parmi nous. Merci à tous ceux merci madame la procureure générale de, votre, présence, merci monsieur le premier président, monsieur le président de la 6e chambre, qui a été mon premier président, à mon arrivée à la cour et madame la première présidente, heu, nous retenons évidemment non seulement, hem, les, propos, déterminés de votre, installation vendredi, mais également, heu, le symbole, hein, de votre, accueil par, Karine Camby, la doyenne des présidents de chambre et la procureure générale et finalement, ce moment où 3 femmes étaient à la tribune pour ouvrir un nouveau chapitre, de la cour, un chapitre, qui poursuivra la transformation, dans la mixité. À la cour au féminin, nous nous réjouissons de voir ces évolutions au plus haut niveau. Elles témoignent d'un mouvement profond, hem et vous pourrez compter sur, notre soutien, heu, vigilant, et pour déployer des initiatives qui ont fait leurs preuves, ailleurs. Alors c'est aussi, l'objet de cet, échange avec, Florence Parny, dont l'expérience, variée comme, haute fonctionnaire, ministre, dirigeante d'entreprise, ce que vous êtes, redevenue, nous permettra un retour d'expérience et puis, des échanges sur, ce qui marche. J'ai eu, l'honneur, de servir, à vos côtés, madame la ministre, lors de réunions ministérielles, de l'OTAN, au cours desquelles, vous avez fait, autorité. Je voudrais signaler que ça a pu être l'occasion de, rééditer, des blagues qui ont encore cours parfois parmi nos collègues, en l'occurrence, que vous étiez, je cite: «L'homme qu'on aurait voulu être». Ça dit beaucoup d'ailleurs, et il faut qu'on ait, à l'esprit que, tout n'est pas, acquis, mais en même temps, que nous avons, progressé et que dans les bonnes pratiques, que nous avons, forgées, les uns les unes et les autres, dans notre, parcours et dans le vôtre, dans ces bonnes pratiques se trouvent, des idées, un petit peu, pour le plan anti-recul et poursuite, des, progrès. Je me souviens du plan de mixité que vous aviez développé au ministère des Armées et qui n'allait pas de soi. Vous allez nous en, parler. Nous avons donc, une grosse quarantaine de minutes, et je voudrais qu'on garde, sur ces 40 minutes, un petit peu de temps pour, les questions, à la fois de la salle et des nombreux collègues, très nombreux d'ailleurs, qui sont, connectés en ligne. Ça fonctionne bien? Ouais, je le vois. OK. Donc, madame la ministre, quel, rétex, comme on dit dans les armées, quel retour d'expérience sur l'égalité, femmes-hommes, retenez-vous de votre parcours? En 1re question. Alors, chère Muriel, si vous m'autorisez, je voudrais d'abord vous dire tout le plaisir que j'ai, d'être avec vous ce matin ici, de retrouver Amélie de Montchalin, dans sa nouvelle fonction de première présidente de la Cour des comptes et comme elle l'a très bien rappelé, nous avons, œuvré ensemble pour mener certains combats qui nécessitent d'être plusieurs pour être gagnés et j'ai, énormément, apprécié, le programme auquel elle faisait référence tout à l'heure, que je voulais citer moi-même et j'ai noté une phrase que je n'ai jamais oubliée où elle disait: «Notre problème, ce n'est pas de manquer de femmes, mais de candidates postulant au poste ouvert». Voilà, c'est tout est dit et elle a bien expliqué comment elle avait, traité le sujet. Hem, je suis évidemment ravie de vous retrouver Muriel, hein, comme vous le dites, à l'OTAN, les femmes ne sont pas très nombreuses, et vous avez vous-même aussi, bataillé pour avoir auprès de vous, des femmes militaires puisque, la représentante permanente auprès de l'OTAN est entourée, de généraux et ce fut un combat aussi que d'en obtenir une et non des moindres.
C'est aussi un grand plaisir de retrouver Mireille, parce que Mireille, m'a précédée à la SNCF et j'en dirai un mot tout à l'heure. J'ai compris, d'un échange, que nous venons d'avoir qu'elle avait été la marraine d'un programme qui a beaucoup inspiré ce que j'ai pu faire au ministère des Armées. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de tout ça? D'abord, je voudrais vous dire combien, je pense que l'éducation est une chose absolument fondamentale et pour ça, il faut toujours revenir, à d'où l'on vient. Et moi, j'ai eu la chance d'être élevée dans une famille où, la question de, la place des femmes dans la société était vécue de façon militante. J'avais une grand-mère qui, était née au début du XXe siècle et qui avait beaucoup s'était beaucoup bagarrée pour, faire des études supérieures. Ça n'a pas été facile et elle avait donc adhéré à une association qui vous ferait rire aujourd'hui tant son titre peut paraître désuet. C'était l'Association française des femmes diplômées d'université, mais à l'époque, il y en avait si peu que, cela justifiait que l'on crée en 1901 une association, de cette nature. Et donc, cette association avait évidemment pour objectif de promouvoir, la place des femmes dans la société. Si ma grand-mère n'a pas pu aller au-delà, de la licence, elle nous a toujours, ses filles, à ses petites filles, expliqué qu'il fallait que nous ayons un métier, parce qu'il fallait que nous soyons autonomes financièrement de nos maris, parce qu'on ne savait jamais. Point de suspension. Voilà, donc quand on est élevé, dans cette ambiance-là, la question de savoir si, les femmes ont un rôle à jouer dans la société ne se pose pas et sa grande formule était: «Quand on n'avance pas, on recule», ce qui est une formule en fait très militaire, mais qu'elle avait appliquée, au combat que les femmes devaient mener pour, assurer leur place, dans la société. Le 2e peut-être la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quand j'ai commencé ma vie professionnelle, je suis issue d'une promotion de l'ENA où il y avait 17 de femmes, c'est-à-dire pas beaucoup et quand, j'ai démarré ma vie professionnelle, c'était pas encore Bercy, mais Rivoli à l'époque, la question de savoir s'il y avait un peu, beaucoup de femmes dans les réunions se posait pas, on était seuls. Donc, si on s'était posé cette question, la vie aurait été, désagréable. Mais, ce qui était désagréable au fond, c'était de voir que, la question de l'arbitrage, vie familiale, vie professionnelle, en fait, n'était pas du tout traitée. Toutes les femmes, et il y en avait quelques-unes, hein, qui assuraient des responsabilités au ministère de l'économie et des finances à l'époque, étaient des femmes seules. Alors c'était peut-être un choix, mais comme aucune n'avait d'enfant, si vous voulez, ça pose question quand même. Et loin de moi l'idée de projeter un modèle qui voudrait que, toutes les femmes qui ont des responsabilités doivent aussi avoir des enfants. C'est pas du tout ça mon point. Mon point, c'est que statistiquement, elles étaient fort peu nombreuses et que sans doute, elles avaient dû faire un choix et que ce choix avait été au détriment, d'une vie familiale, peut-être, avec enfants ou sans enfants, peu importe. Donc, je ne sais pas si on peut parler de femmes modèles, mais des femmes modèles, il y en avait pas au ministère, de l'économie et des finances à l'époque et une de mes camarades de promotion qui, elle, avait décidé, de fonder une famille très tôt, m'avait dit un jour: «Écoute, c'est vraiment pénible parce que, mon chef me dit que, je ne devrais pas être là ce soir tard parce que je devrais m'occuper de mes enfants et quand je ne suis pas là, il m'engueule précisément ou en tout cas il râle parce que je ne suis pas là, alors que j'ai simplement appliqué les principes qu'il souhaiterait que j'applique. Donc on a toujours tort et donc cette question de l'arbitrage vie familiale, vie professionnelle, en réalité, c'était la question qui commençait de monter à l'époque. Mais c'était pas la question de savoir si on allait être, 50 de femmes dans une salle de réunion, parce que alors ça vraiment, ça paraissait complètement inaccessible. Et pour terminer sur des remarques, personnelles, je voudrais quand même rappeler une réforme constitutionnelle qui a été faite en 1999, c'est quand même pas si vieux que ça, qui disait que, il y avait un égal accès, il devait y avoir un égal accès aux femmes et aux hommes, dans tous les emplois, y compris dans la fonction publique. Et c'est cette réforme constitutionnelle qui a ouvert la voie à la première loi sur la parité qui date de 2000 et qui est une loi sur la parité qui a commencé par traiter, sans doute un peu timidement, mais c'était une première étape, la question de la parité en politique,
puisqu'il s'agissait de permettre, enfin d'imposer en réalité des listes, notamment municipales, dans lesquelles il y avait une alternance entre les femmes et les hommes et une parfaite égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, je reviens à mon point précédent, l'arbitrage vie familiale, vie professionnelle. Moi, j'avais passé beaucoup d'années très concentrée sur mon boulot. Et pour moi, le temps était venu d'avoir des enfants. Et à l'époque, j'étais au cabinet de Lionel Jospin. Et il a l'idée saugrenue de vouloir me nommer secrétaire d'État au budget. Alors, je lui dis que vraiment, non, ça ne va pas être possible. Ça va pas être possible parce que précisément, ça correspond pas du tout à ma priorité du moment. Et là, il me répond: «Écoutez, je vous rappelle qu'on vient de faire voter une réforme constitutionnelle. Si vous avez des projets familiaux, c'est une merveilleuse nouvelle et donc votre argument est irrecevable» et donc ainsi fut fait. Voilà, donc tout ça pour dire que à l'époque, ces sujets-là étaient des sujets encore, compliqués, pour pouvoir, comment dire? Concilier des aspirations naturelles, avoir une vie épanouie et en même temps, ne pas laisser passer un certain nombre de postes, d'opportunités, y compris des opportunités de servir, pour les laisser à des hommes. Alors donc, la première conclusion que je tire de tout ça, pour en revenir aux bonnes pratiques, c'est que quand même les quotas ont été un mal, mais très nécessaire. Je dis un mal parce qu'à l'époque, je fais un peu d'histoire, excusez-moi, mais à l'époque, un certain nombre de femmes vivaient cela très, très mal, avaient une opinion très, très négative par rapport à cela, y compris d'ailleurs des penseurs et des personnes extrêmement des voix très reconnues. Je pense en particulier à Élisabeth Badinter qui, a toujours, placé l'universalisme républicain au centre de sa réflexion et donc pour elle, la question des quotas était contraire à cet universalisme républicain et elle craignait même que cela ne se retourne contre les femmes, au sens où on pourrait ne pas être choisi uniquement pour des motifs et des critères de mérite, et de compétences et elle craignait aussi, c'était assez, visionnaire, que, les hommes eux-mêmes en ressentent du ressentiment justement et que cela contribue à rendre les rapports entre les hommes et les femmes beaucoup plus difficiles et beaucoup plus conflictuels. Ces remarques, restent, empreintes d'une grande vérité aujourd'hui. Mais néanmoins, hem, même si, le démarrage fut timide, il y a eu des étapes absolument fondamentales. La 1re qui, à mon avis, a été la plus efficace, parce qu'en politique, on pourrait beaucoup, disserter sur, le fait que cela a été très lent avant de voir des femmes se voir proposer, comment dire? Des places aux élections qui n'étaient pas les dernières ou, voir les sanctions contre les partis politiques lorsque ces règles n'étaient pas appliquées, être vraiment des sanctions sensibles. Dans les entreprises, il y a eu une loi fondatrice qui a été la loi Copé-Zimmermann, qui a été, adoptée en 2011 et qui a commencé de s'appliquer en 2014, mais qui a créé un véritable, bouleversement. Ce bouleversement, ça consistait à dire, ben, à partir de 2014, il doit y avoir enfin une proportion minimum de femmes, dans, les conseils d'administration et en 2017, il devrait y avoir 40 de femmes dans les conseils d'administration des grandes sociétés, c'est-à-dire les sociétés cotées pour l'essentiel. Alors là, on a tout entendu, d'abord des hurlements et puis ensuite des lamentations. Les lamentations, renvoyant à la question du vivier, c'est-à-dire: «Mais il y a pas de femmes, il y a pas de femmes». Alors vous avez des chasseurs de tête qui appelaient partout en disant: «Mais où sont-elles?» Évidemment, il n'y avait pas constitué les fichiers auparavant, il n'y avait pas besoin. Donc, il a fallu se, entre guillemets, «contenter» de taper dans un vivier de deuxième zone qui était, le vivier des femmes qui n'étaient évidemment pas directrices générales d'entreprise. Il y en avait si peu que ça n'était pas un vivier, mais il fallait taper dans le vivier des personnes qui exerçaient des responsabilités à la tête de business unit, comme on dit dans les entreprises. Bon, donc, s'étant contenté de ce menu fretin, finalement, les conseils d'administration ont continué de fonctionner. On s'est même aperçu que, ces femmes étaient plutôt très professionnelles, plutôt très travailleuses, que les dossiers étaient regardés de beaucoup plus près et aujourd'hui, on peut dire qu'avec 45 de femmes dans les conseils d'administration des sociétés cotées,
on a vraiment franchi une très grande étape et que s'il n'y avait pas eu cette loi sur les quotas, il aurait fallu 100 ans pour faire ce que l'on a fait en 10 ans. Donc c'est un accélérateur absolument puissant pour, modifier le cours de l'histoire. Non pas que le cours de l'histoire n'allait pas dans ce sens-là, mais la lenteur des évolutions n'était pas acceptable et il a fallu entre guillemets, reprendre l'ouvrage, remettre l'ouvrage sur le métier lorsqu'il s'est agi non plus des fonctions exécutives dans les grandes entreprises, pardon, non exécutives, excusez-moi, les conseils d'administration, mais qu'il s'est agi des fonctions exécutives et donc des comités de direction de ces grandes entreprises. Et c'est la proposition de loi portée par Madame Rixain qui a permis de poser là aussi un objectif avec 30 de femmes dans les comités de direction et les emplois les hiérarchiquement les plus élevés dans les entreprises en 2027 et 40 je crois, en 2030, si ma mémoire est bonne. Bon, donc là, on est dans un processus. Ce qu'on peut dire, c'est que, le taux moyen aujourd'hui est plutôt de 30 donc en moyenne, on y est, mais avec de très grandes disparités et des secteurs, dans lesquels, on le sait, traditionnellement, il y a très peu de femmes. L'industrie, la technologie, le numérique, bref, vous connaissez ça aussi bien que moi. Donc, oui, les quotas, c'est vraiment, je pense, quelque chose, qui a été extrêmement puissant, utile et dont il faut suivre pas à pas, la bonne mise en œuvre. Et là encore, je ne dis pas que c'est acquis, car les reculs sont toujours possibles. Mais je dis que tant qu'il y a une obligation, législative et réglementaire avec des sanctions, parce que l'obligation morale, c'est bien, mais ça ne suffit pas et les sanctions peuvent être économiquement très pénalisantes en termes d'amende sur le chiffre d'affaires, eh bien, on reculerait. Alors, donc j'ai parlé des quotas, je voudrais vous dire un mot quand même de l'expérience du ministère des Armées. Avec plaisir. Alors, d'abord, vous avez intitulé votre session «Mixité et efficacité, de l'action publique» et j'aime beaucoup ce mot de mixité. J'aime beaucoup ce mot parce que, d'abord la mixité, ça veut dire c'est le reflet de la société qui est composée, d'hommes et de femmes. Et puis ce mot de mixité, il, renvoie aussi à la notion d'harmonie, c'est-à-dire c'est la capacité à faire cohabiter et coopérer ensemble, des gens venant d'horizons différents en fonction de leur milieu social, mais aussi de leur genre. Et je pense que l'harmonie, c'est une aspiration que nous avons tous, qu'il s'agisse de l'harmonie au sein de la société, faire société, dans notre vie professionnelle et puis, à la maison, si je puis dire. Et donc la mixité, c'est un terme que je trouvais très adapté et qui m'était venu d'échanges que j'avais eus, à la SNCF lorsque j'ai passé, quelques années à la SNCF, où j'ai découvert, parce que vraiment je ne suis pour rien, dans tout cela, un réseau qui avait été, je crois marrainé par Mireille, qui s'est appelé d'abord SNCF au féminin et qui maintenant s'appelle SNCF Mixité. Et l'idée était formidable. Elle consistait à dire que, au fond, il fallait d'abord un lieu pour que les femmes de l'entreprise puissent partager ce qui était leurs expériences professionnelles, leurs difficultés aussi. Et puis, c'est très vite devenu un lieu où les hommes ont été invités à participer parce que, au fond, la cause des femmes dans les entreprises, comme ailleurs d'ailleurs, peut moins bien avancer si les hommes ne s'en emparent pas aussi. Et donc ce réseau, ça s'est beaucoup développé. L'entreprise y a mis énormément de moyens d'ailleurs parce que on libérait du temps de travail pour, pouvoir s'investir dedans. Les managers aussi ont été, évalués sur leur capacité à mettre en œuvre des mesures que le réseau préconisait. Et j'en parle parce que, juste avant mon départ de la SNCF pour rejoindre le ministère des Armées, un film a été présenté à l'ensemble des femmes et des hommes qui font partie du réseau, puisqu'il y a 10 000 personnes, je crois, qui font partie de ce réseau et bien plus de 10 d'hommes, qui, y participent. Et ce film,
suivait, l'expérience de 7 femmes, occupant des fonctions extrêmement diverses au sein de l'entreprise, du technicentre qui, assure la maintenance, des trains à, des fonctions juridiques dans les fonctions support et en passant par les fonctions commerciales, bien sûr. Et ce qui m'avait, beaucoup, frappée, et ça fait le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure sur l'éducation, c'est qu'à un moment, le cinéaste, qui, devait vivre chez l'habitant, se rend compte que, la responsable commerciale de la gare d'Aix-en-Provence, qui est donc une des femmes qui est suivie dans ce film, hem, à la fin d'un dîner familial, s'épanche auprès de sa fille adolescente, et lui explique tous les problèmes qu'elle rencontre pour, convaincre ses collaborateurs de demander aux clients de laisser le numéro de mobile, au moment où la vente se formalise, pour pouvoir prévenir le client en cas d'incident, de retard, et cetera. Et chaque fois, c'est un désastre, ils oublient, ça les ennuie, enfin bon, bref. Et donc elle est désespérée et elle dit quelque chose à sa fille qui fait réagir la jeune fille et qui lui dit, j'ai noté la phrase parce qu'elle est absolument extraordinaire. Elle dit: «Mais enfin, c'est grâce à toi qui as toujours cru en moi que je ne doute de rien. Alors pourquoi toi, tu doutes de toi?» «L'éducation», disais-je. Voilà. Donc les valeurs que l'on transmet, c'est absolument essentiel. Et au ministère des Armées, où j'ai eu la chance d'avoir à la fois le temps et les moyens d'agir, parce que l'efficacité de l'action publique, c'est aussi ça, hein. C'est du temps et quand même un peu de moyens, hein. Et bien, au ministère des Armées, le droit n'était quand même pas, très très, comment dire? Très ancien en matière d'égalité, puisque jusqu'en 1998, tous les postes n'étaient pas ouverts aux femmes dans les armées. Et il y avait même des quotas. Parce qu'il fallait se méfier quand même qu'elles n'investissent de trop le champ de bataille. Alors, évidemment, c'est en décalage complet avec, ce qui existait dans la fonction publique, puisque dans la fonction publique, ça fait très longtemps que tous les postes sont juridiquement accessibles aux hommes comme aux femmes. Donc, il faut quand même se souvenir que, il aura fallu attendre 2018 pour voir des femmes officiers embarquées à bord d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, mais que, il a fallu attendre, 1970, pour ouvrir aux femmes l'école de l'air, et 1993 pour ouvrir l'école navale aux femmes. Donc tout ça est extrêmement neuf, si je puis dire. Et selon l'adage, si on se contemple, pardon, si on se regarde, on se désole, si on se compare, on se console. Bon, on peut en se comparant, on se console puisqu'on est la 4e armée la plus féminisée au monde. Mais enfin, le score, quand, moi je suis arrivée, était inférieur à 15 de femmes dans les armées. Et quand on regarde le haut de la pyramide, nous ne sommes pas le Canada. Au Canada, il y a une chef d'état-major des armées qui s'appelle le général Jenny Carignan. Et Jenny Carignan, elle n'a pas fait sa carrière dans les bureaux, elle a été, projetée en Afghanistan. C'est une femme combattante. Donc, ça, c'était le droit. Ensuite, la pratique. Alors la pratique, madame la première présidente a mentionné à raison, et ça a été, un de mes grands échecs, la persistance, des violences, pas seulement sexuelles, mais aussi sexuelles, notamment dans les établissements d'enseignement qui relèvent du ministère des Armées, les lycées militaires, mais aussi les écoles. Donc, sans vouloir disserter sur cette question qui est un serpent de mer, parce que dès que on résout le problème quelque part, aussitôt il ressurgit dans l'école d'à côté, et donc c'est une espèce de système, c'est un cercle vicieux, dont, je n'ai pas réussi à sortir malheureusement. Donc, le contexte, c'est quand même, des traditions, avec, certaines familles, qui, mettent en avant le fait qu'elles continuent de donner à la France, des soldats, comme elles l'ont fait depuis Saint-Louis.
C'est une minorité extrêmement minoritaire, mais extrêmement vocale aussi, qui perturbe beaucoup, le bon fonctionnement, de ces établissements. Donc des traditions, le sexisme ordinaire comme partout, hein, pas moins ordinaire d'ailleurs, et puis un certain nombre de considérations opérationnelles aussi qui sont liées au fait que, il y a des différences de capacité physique que l'on ne peut pas nier, et qui ne sont pas forcément adaptées toujours à toutes les configurations opérationnelles. Donc tout cela a fait que pendant des décennies, voire des siècles, les armées sont restées un univers très masculin et comme la société change et que les aspirations des femmes, mais aussi des hommes changent, cela devenait un problème d'efficacité pour le ministère des Armées que d'arriver à, recruter et fidéliser des femmes. Parce que tout ce que l'on fait en réalité pour faire avancer ce qui au départ apparaît être la cause des femmes, on le fait avancer pour tous. Quand le mur bouge, il bouge pour elles, mais il bouge aussi pour eux. Et donc, lorsque on ne peut pas recruter des femmes dans la marine parce que enfin, on n'arrive pas bien à recruter des femmes dans la marine parce qu'il y a cette crainte véritable que lorsqu'on part, qu'on est embarqué, on ne sait jamais à l'avance quelle sera la durée de la mission et lorsque cette mission prévue pour être de 3 mois s'avère finalement, prendre 9 mois, vous imaginez bien que les questions de prévisibilité, d'organisation, de la vie, matérielle et familiale sont absolument décisives et que donc ça n'est pas très attractif pour les femmes. Mais c'est de moins en moins attractif aussi pour les hommes et c'est ce que je me suis efforcée d'expliquer, aux officiers généraux, c'est que en défendant la cause des femmes, ils défendaient aussi, leur cause qui est celle du recrutement, de la poursuite d'un recrutement aussi fluide que possible. Donc au fond, le plan mixité, d'abord j'ai fait venir les responsables du SNCF au féminin à l'époque au ministère des Armées pour expliquer comment ça marchait et on a ensuite bâti avec, l'amiral de Mazieux, un plan qui, devait donner l'envie de s'engager dans les armées, qui devait aussi donner l'envie d'y rester parce que la durée d'exercice, professionnel des femmes dans les armées est 2 fois plus courte, que celle des hommes et surtout montrer à toutes et tous qu'il est possible d'y faire un parcours, d'y évoluer, de monter en grade et de prendre des responsabilités. Donc je ne vous égrenerai pas, les nombreuses mesures que nous avons étudiées, mais je voudrais insister sur quelque chose qui est une démarche qui s'applique partout. C'est que pour que ça fonctionne, il faut vraiment examiner la politique de gestion des ressources humaines de fond en comble. Il faut pouvoir identifier tous les facteurs, qui soient visibles ou invisibles, qui soient implicites ou explicites et qui sont des freins. Et parfois, ce sont des freins qui sont posés, comme, l'a dit Amélie de Montchalin, sans arrière-pensée particulière. Mais il faut d'abord les détecter et donc il faut lever, toutes les pierres. Et donc, il faut, aussi bien s'occuper de la question, de l'âge auquel on fait passer les concours, qui est un verrou, implicite, qui est d'une force, incroyable et quand on le déverrouille, il est aussi d'une efficacité, phénoménale. Permettre, aux femmes qui réussissent l'école de guerre, ça tombe juste au moment biologique où elles font des enfants et bien de pouvoir se donner 1 an avant de rentrer à l'école de guerre. Ce sont des choses qui sont extrêmement simples, qui ne coûtent pas d'argent et qui sont extrêmement efficaces, comme s'occuper, de la question des équipements. Si on veut des femmes combattantes, il faut aussi qu'elles aient des équipements adaptés au combat. Ça suppose de s'occuper des uniformes et j'ai appris avec plaisir qu'on avait réglé enfin une question qui nous a fait dépenser beaucoup de salive, qui était la question des couvre-chefs, puisque dans les armées, les femmes n'ont pas droit au même couvre-chef que les hommes, n'avaient pas droit au même couvre-chef que les hommes, notamment dans l'armée de terre. Les hommes portent des képis et les femmes portent des tricornes.
J'ai disserté longuement avec, tous ceux qui avaient pris ces décisions. J'ai compris que c'était une décision qui était non seulement fondée sur des critères esthétiques, mais sur des critères de commodité, puisque le képi ne permet pas de loger facilement son chignon sous le képi. Bien, donc j'ai vu que cette question du képi était maintenant résolue et les femmes de l'armée de terre ont le droit de choisir le képi si elles ont envie de porter le même couvre-chef que les hommes. C'est une anecdote, mais cela montre qu'il y a des combats sur tout. Il n'y a pas un sujet qui ne soit pas un sujet, de discussion, de négociation et au bout d'un certain temps, finalement, les choses arrivent et c'est peut-être, aussi ce que je voulais dire pour terminer, c'est que ce plan mixité, mon plus grand plaisir, c'est de voir qu'au fond, il continue et que, il n'a vraiment pas besoin de moi pour, se développer, s'enrichir et il y a eu, depuis, des mesures qui ont été prises sur les primo-nominations et le ministère des Armées est loin d'être le plus mauvais. Le 4e, je crois c'est la 4e année consécutive qu'on est au-delà des critères de primo-nomination au ministère des Armées et je n'y suis pour rien parce que c'est tout ça est postérieur à mon départ et il y a eu aussi, et c'est peut-être là que j'ai envie de vous lire la chose parce que vraiment le document est tellement extraordinaire que, je voudrais pas, manquer les citations. J'ai pris connaissance récemment, de la directive mixité qui a été, écrite par le chef d'état-major de l'armée de terre et cette directive est vraiment un document, je ne sais pas s'il est public, mais qui est à lire. D'abord parce que, le chef d'état-major de l'armée de terre rappelle cette crainte de la discrimination positive que j'énonçais tout à l'heure. Hem et personnellement, moi, j'ai jamais pensé qu'il était possible et ni souhaitable d'introduire de la discrimination positive dans un système militaire dont le logiciel est à ce point construit sur, le mérite, l'engagement et surtout la sélection permanente. Donc les quotas dans les armées, je ne pensais pas que ça pouvait fonctionner. Mais cette directive montre que cette crainte de la discrimination positive, elle a été dépassée. Le chef d'état-major de l'armée de terre dit: «La mixité dans l'armée de terre est une réalité, un atout et un défi». Il poursuit en disant: «Cette directive mixité fixe une nouvelle étape. Jusqu'à présent, la prise en compte de la mixité reposait sur l'atténuation des différences. Il s'agit désormais d'agir dans une logique de différenciation assumée. Une armée pensée pour les hommes et pour les femmes qui prend en considération les spécificités de chacun. 2 points. Ni indifférenciation, ni discrimination positive, sans excès de singularisation. J'aurais pu couper la phrase juste avant ce dernier mot de singularisation parce que ça mériterait une séance à soi tout seul, mais je crois que les choses sont bien dites. Donc ça montre que, les choses se poursuivent et que si ça se poursuit, c'est parce que c'est perçu comme efficace. Que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les armées, que ce soit dans la fonction publique, c'est l'efficacité qui est le meilleur, comment dire, ambassadeur, de la mixité. Alors, dans les armées, ils l'ont compris, c'est pas encore sans doute évalué, mais dans les entreprises, ça a été, très documenté et Amélie de Montchalin citait, les universités américaines et il y a beaucoup d'études qui ont été faites aux États-Unis qui montrent que dans les entreprises dont les comités exécutifs sont les plus mixtes, ont 25 de chances de plus de connaître une rentabilité supérieure à la moyenne et il y a tout un tas de critères comme ça que je vais pas vous citer, mais qui sont très intéressants, qui montrent que oui, la mixité est un facteur, d'efficacité. Voilà. Merci beaucoup, madame la ministre. Je voudrais, donner l'occasion, à la salle, ou à notre, auditoire, en ligne, de vous poser des questions. Est-ce que, quelqu'un souhaite, intervenir? Sinon je peux moi-même, oui Agnès? Agnès Salle donc, pour, culture.
Salle pour, culturel, le réseau des femmes du ministère de la culture, mais aussi pour TOUGAP et pour Administration moderne. Peut-être une question sur un volet plus récent, Florence, de ton parcours professionnel, que tu n'as pas abordé, mais dans lequel les questions de mixité se s'appliquent sans doute aussi. J'aurais voulu en savoir un petit peu davantage sur ton expérience actuelle, dans une grande entreprise publique. Alors, mon expérience actuelle, elle est, comment dire? Ambivalente. Heu, on pourrait se réjouir d'être, dans un groupe, Air France-KLM, dont le directeur général est un homme et dont les 2 directrices générales des 2 filiales, c'est-à-dire Air France d'un côté et KLM de l'autre, sont dirigées par des femmes. Donc la photo n'est pas mal, hein, avec une présidente, par ailleurs, une petite personne. Mais quand on y regarde de près, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que ni, côté néerlandais, ni côté français, le vivier n'est à la hauteur de ce qu'il devrait être. Alors du côté néerlandais, je m'exprimerai avec prudence, mais je crois pouvoir dire quand même que la place des femmes dans le monde professionnel et la vie active n'est pas du tout comparable à celui de la France. Les femmes qui travaillent sont encore peu nombreuses. Ça change, mais c'est très, très récent. J'ai rejoint ce groupe, il y a des années avant de rejoindre la SNCF. Heu, le nombre de femmes se comptait sur les doigts d'une main. Bon, je ne parle pas des personnels navigants commerciaux. Je parle des personnels, des cadres, donc, c'est une autre culture, c'est une autre approche du sujet et donc ceci explique peut-être que le vivier soit encore très petit. Mais en France, ce n'est pas le même sujet. Alors de quoi sommes-nous les victimes? Nous sommes d'abord les victimes du fait que, il y a une dimension industrielle dans cette entreprise et que chaque fois que les métiers sont des métiers d'ingénieurs et de techniciens, ils sont majoritairement occupés par des hommes parce que là, la question du vivier remonte à l'école, et que les biais, sont très puissants dès le plus jeune âge et que ce n'est pas un travail, ce n'est pas une mission facile que de les corriger et ce n'est pas que l'école d'ailleurs qui peut corriger cela. Je reviens à mon point sur l'éducation dans les familles. Donc il y a cette dimension industrielle, mais il y a aussi le fait que, si on s'en occupe pas, le vivier ne se constitue pas naturellement et on en revient toujours à cette considération où, si on n'est pas dans une démarche proactive permanente, alors les choses ne se font pas. Pour qu'elles se fassent, il faut une attention de tous les instants. Donc c'est très bien, on a une loi Rixin qui nous oblige à porter une attention à ces questions. Il est regrettable qu'il n'y ait pas été porté attention plus tôt. On aurait un vivier meilleur et je ne suis pas complètement étonnée parce que, moi j'étais le je crois, 4 ans toute seule au comité exécutif d'Air France, seule femme et je pourrais vous raconter, les exercices les revues managériales de RH sur les cadres, c'était quand même des grands moments. Et on voyait bien comment tous ces biais se cumulaient, les uns derrière les autres pour au fond et pour résumer, heu, autoriser la prise de risque lorsqu'il s'agissait des hommes et interdire la prise de risque au profit de la démonstration d'une compétence démontrée, lorsqu'il s'agissait des femmes. Ça, ce sont des biais qui sont, extrêmement puissants et vis-à-vis desquels il ne faut cesser, de lutter. Donc, peut mieux faire. Merci beaucoup. On a 2 questions qu'on va prendre, simultanément et je voudrais qu'on laisse le temps, pour, la deuxième table ronde animée par, Mireille Fogère sur les bonnes pratiques internes à la cour. Gilles Duthil, membre de notre bureau. Oui, Gilles de Telcourt au féminin. Merci Madame la Ministre. Vous avez évoqué 3 champs, celui de l'administration, de la politique et du monde de l'entreprise. On pourrait rajouter un 4e champ, celui des organisations syndicales, de la société civile en général. Comme, justement, dans ces bonnes pratiques, quel regard vous portez aujourd'hui sur la sphère qui peut entraider les autres ou
comment elles pourraient se nourrir les unes avec les autres en termes de bonnes pratiques? On va peut-être prendre la question de Bonjour Madame la Ministre, Marie-Christine Delpech, CRSE à la première chambre. Vous avez cité les études qui démontrent que les collectifs mixtes sont plus efficaces que des collectifs exclusivement masculins. Je voulais savoir quelle était la portée de ces études comme argument pour faire évoluer les comportements. question. Alors, je vais commencer par la première sur la société civile. Je dirais que la représentation syndicale est un petit peu, je trouve, à l'image de ce que j'ai décrit tout à l'heure pour le groupe Air France-KLM. C'est-à-dire que nous avons des femmes dirigeantes de grandes organisations, confédérations syndicales. Nous avons des femmes, bien sûr, dirigeantes de grandes associations dans tous les domaines. Mais je me réfère à mon expérience de présidente d'un conseil d'administration. Heu, j'ai 4 représentants, des salariés, 2 des salariés actionnaires, 2 des salariés tout court, si je puis dire. Ce sont 4 hommes. Voilà, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous ne parvenons pas, enfin, c'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons pour lesquelles nous ne parvenons pas aussi à, satisfaire, le critère, qui nous est pourtant fixé. Il y a d'autres raisons qui tiennent à l'originalité de notre capital, la présence de très nombreux enfin, la présence d'États et aux Pays-Bas, on nous désigne des hommes. Voilà, en France, il y a trois sièges pour l'État, un occupé par une femme et les 2 autres par des hommes. Donc ces contraintes, si je puis dire, liées à la structure de notre capital font qu'il est très difficile de satisfaire à toutes les obligations qui nous sont fixées. Donc il y a beaucoup de travail à faire aussi, et on en revient toujours, ce qu'évoquait la première présidente, il faut inciter les femmes à être candidates, quel que soit le poste, dont on parle, qu'il s'agisse, d'agir dans une association, dans un conseil municipal, ou bien dans une entreprise. Sur la deuxième question, qui était pardonnez-moi, Quel usage, ah oui, l'efficacité. de Est-ce que l'objectivation de l'efficacité l'objectivation de associée à la l'efficacité? mixité? Franchement, je n'en sais rien. Je pense que, ce qui est efficace, en revanche, c'est lorsque, à l'échelon le plus pratique, le plus décentralisé, on se rend compte que finalement, c'est pas mal de pas toujours se priver de 50 du capital humain, hein, voilà. D'abord parce qu'il y a des filières, on peut pas faire autrement et ça commence comme ça. Si vous voulez, ça il y a avant l'efficacité, il y a la perception d'un besoin. Vous avez un besoin, vous avez des postes à pourvoir, vous n'y parvenez pas. Je prends l'exemple de la filière nucléaire. C'est une filière qui est, terriblement masculine. Heu, il y a des phénomènes démographiques puissants, des départs à la retraite massifs. Donc c'est des compétences en masse qui sont en train de quitter cette filière. Il faut la renouveler. Est-ce qu'on pense que, on va pouvoir le faire sans les femmes? Et je peux dire la même chose du métier d'ingénieur en général. Hem, il y a à peine 20 en ce moment de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Si on veut réindustrialiser un pays, c'est-à-dire non seulement faire face aux effets démographiques des départs de ceux qui sont en poste aujourd'hui, mais en plus, rendre notre pays plus puissant qu'il ne l'est, dans le domaine industriel, ça ne pourra pas se faire sans les femmes. Donc il faut d'abord que, cette notion de besoin soit établie. Quand le besoin est établi, alors, on fait un pas en avant parce que si, le recrutement n'est pas fait, alors là, on a un vrai problème d'inefficacité. Mais passer de l'expression du besoin, à, la claire conscience que la mesure de l'efficacité est objectivée et que donc on doit le faire, ça je pense qu'il y a encore très grande marge. Ces études sont finalement assez peu connues. C'est pour ça qu'il faut les mentionner, chaque fois qu'on le peut, parce que,
D'ailleurs, ça devrait être aussi, potentiellement un champ d'étude pour la Cour des comptes, Voilà, je c'est ce pense. que je fais la première présidente qui l'objectif, on est au cœur du sujet pour, la cour. Alors, Je effectivement, moi, j'avais 2 remarques à faire. D'abord, remercier, Florence Parly pour son temps et ce partage, sans filtre. 2 remarques. Un, je pense que c'est un bon sujet, potentiellement de regarder un certain nombre d'agences, d'opérateurs, d'organisations et de regarder si la mixité, interne est un facteur de progrès, de fidélisation, de voilà, est-ce que ça apporte quelque chose? Ça peut être intéressant. Il faut avoir une bonne méthodologie et il faut le faire de manière extrêmement, pour le coup, sérieuse pour qu'on ne fasse pas dire à des chiffres des choses qui, ne sont pas là. Je voulais juste revenir sur une anecdote, Florence doit s'en souvenir, pendant le covid, il y a eu un moment quand même autour du président de la République quand on faisait les conseils de défense sur les confinements, reconfinements, déconfinements, où, je pense que beaucoup d'hommes et de femmes dans la pièce ont touché du doigt l'importance de la, mixité au sens large et de la diversité au sens large. Pour être très, concrète, quand on parlait des écoles et des écoles maternelles et des écoles primaires, en fait, je m'étais rendu compte à un moment donné que j'étais la seule qui pouvait en parler d'expérience et je crois que d'ailleurs que le président de la République me faisait souvent venir du coup aux réunions, non pas parce que j'étais ministre de la fonction publique, quoiqu'il y avait les enjeux effectivement, de recrutement, évidemment des enjeux RH purs de l'État, mais parce qu'à un moment donné, pour que nous prenions des bonnes décisions, il fallait qu'on soit collectivement les plus diverses possibles, pour que nous portions à titre individuel et collectif le plus grand nombre de points de vue possible pour qu'à la fin la décision prise puisse s'appliquer le mieux dans la société. Et je pense que c'est un des moments où d'ailleurs dans les cellules de crise à Beauvau, heu, a été compris que si on ne mettait des gens qui avaient que tous la même expérience, la même approche des choses, en fait, on passait à côté de sujets qui émergeaient un peu plus tard comme des grandes polémiques, mais que à l'instant où les décisions étaient prises, personne n'avait vu. Et Jean Castex qui avait, vous savez, mené tout le travail sur le déconfinement, avait d'ailleurs réuni autour de lui, je tiens à dire, beaucoup, d'hommes et de femmes de cette maison parce que c'était son réseau et son vivier, mais aussi justement des gens très différents et je crois que c'est un moment où dans l'administration, dans les fonctions qui étaient les miennes et ensuite collectivement, beaucoup se sont rendus compte que la diversité, c'était pas qu'une question d'affichage, c'était vraiment une question d'efficacité et je l'ai dit dans mon discours, de crédibilité. À un moment donné, si la société ne se sent pas, au fond, représentée par ceux qui la dirigent, dans la pleine diversité de ce qu'elle est, la crédibilité même de la parole publique, en est affaiblie et donc je rappelais cette anecdote où quand il avait été question de faire entrer les enfants, par exemple, de manière échelonnée toutes les demi-heures, chose qui a existé pendant quelques semaines, sortant de ma condition de ministre de la fonction publique, j'avais levé la main pour expliquer que moi, dans mon quotidien, s'il me fallait peut-être 1 heure et demie pour déposer mes enfants à l'école, ça ne semblait pas très réaliste et je dois dire que personne n'avait vraiment réfléchi à la version, vous voyez, de l'usager citoyen pour imposer cette règle qui, du coup, a été, je crois, très rapidement soulevée. Merci madame la première présidente. Je pense qu'on est très nombreuses, là je dis nombreuses, dans cette, salle, à avoir des anecdotes qui nous reviennent, à pour ma part, quand j'ai pris mes fonctions de déléguée interministérielle pour la prévention de la radicalisation, en 2016, l'un des premiers points, que j'ai souhaité, soumettre, à nos autorités, c'était la question de la gestion des enfants, qui, arrivaient et qui allaient croître sur zone et je me souviens très bien, de la première question qui m'a été, posée: «Mais pourquoi les enfants?» Alors tout le monde voyait qu'il y avait 30 de femmes parmi les départs sur zone, mais personne faisait le lien. Bon voilà, c'est je pense qu'on a toutes, et tous, heu, des anecdotes, à l'esprit. Najat, Vallaud-Belkacem voulait dire un mot, puis après, peut-être, Florence Bah, Parly. voilà, je l'avais pas vu. Merci, une grande présidente de grande association. Mireille, puisse animer la table ronde, interne. Ce sera très bref parce qu'en fait, ça recoupe un petit peu la conclusion qui vient d'être faite. Mais je me disais tout de même, on a la chance d'avoir donc une ancienne ministre de la Défense. La défense étant le milieu par excellence où on imagine davantage d'hommes que de femmes. Et moi, j'étais très curieuse de savoir concrètement, dans votre cabinet, par exemple, vous deviez être entouré de femmes et d'hommes, si vous aviez noté une différence par exemple, un côté davantage va-t-en-guerre chez les hommes que chez les femmes ou quelque chose comme ça, plus belliqueux? Ou est-ce que la fonction et le métier, à un moment donné, effacent les, disons, différences d'approche,
qui serait plus culturel que essentialiste, hein. Mais voilà, est-ce que vous avez noté ça ou non? Non, d'abord, je voudrais dire que mon cabinet civil était parfaitement paritaire et je l'ai pas fait exprès, comme quoi, quand on veut, on peut. Enfin, je ferme cette parenthèse. Voilà et non, je n'ai pas senti cette différence pour une raison, qui peut vous paraître, curieuse. Tout simplement parce que j'ai découvert c'est un monde que je ne connaissais pas du tout, hein. J'ai découvert chez les militaires une extraordinaire prudence vis-à-vis de la guerre, parce qu'ils savent ce que c'est que la guerre et donc ils ne sont pas du tout va-t-en-guerre. Et ça, je ne pouvais pas me l'imaginer, à l'avance. Je pense qu'il faut beaucoup les côtoyer pour le sentir et le comprendre et donc de ce point de vue-là, je n'ai pas ressenti, si vous voulez, de différence d'approche entre les hommes et les femmes. Alors ensuite, oui, il y a des différences dans les comportements parce que comme je l'ai rappelé, ça a été un monde tellement masculin et exclusivement masculin pendant des siècles, voire même des millénaires, hein, que, comment dire? L'arrivée de femmes, surtout lorsqu'elles sont encore très minoritaires, est un énorme problème et ce sont des problèmes pratiques. Je reprends l'exemple de la marine. Vous ne pouvez introduire, et dans un équipage, une composante féminine que par groupe de 4 parce que les chambrées, si j'ose dire, sont organisées physiquement ainsi. Mais ça ne suffit pas. Encore faut-il que les circulations entre les chambres et les sanitaires soient cloisonnées. Sinon, c'est ce que beaucoup de femmes ont vécu au début. Les garçons, ben, partent en sifflotant prendre leur douche dans le plus simple appareil, sans aucune considération pour ce qui se passe, autour d'eux. Donc ce sont des comportements qui se changent petit à petit et les femmes qui sont, comme ça, minoritaires dans des unités, combattantes, disent toutes qu'il faut franchir un certain seuil. C'est-à-dire qu'au-delà de 20 en deçà de 20, les garçons font comme si elles n'étaient pas là et les histoires drôles, qui sont censées être drôles et cetera, à la cantine, et cetera. À partir de 20, on commence à être une minorité visible et cette minorité visible oblige à adapter son comportement. Non pas qu'il s'agisse de comportements agressifs, mais de comportements qualifiés de comportements normaux entre hommes. Voilà. Donc la mixité, c'est ça aussi. Mais dans mon cabinet, j'ai jamais, senti vraiment de différence d'approche par rapport à la conflictualité. Je dirais que c'est une école de vie, le ministère des Armées. C'est une école de vie parce que c'est aussi une école dans laquelle, on remet beaucoup de choses essentielles à leur place et je pense en particulier au fait que la mort fait partie de la vie. Donc c'est, un monde, on peut l'appeler ainsi et je pense que c'est pas mal le qualifier que de l'appeler ainsi. C'est un monde où les valeurs humaines sont très profondément ancrées. Merci madame, la ministre, merci madame la première présidente, de votre, présence, et de, votre, détermination à faire, avancer, les choses, collectivement.